Alors on passe à la dernière présentation de l'après-midi. Là on va aller sur la Loire avec nos collègues du GIP Loire, Hélène Falloux, qui développe également du coup un réseau de suivi haute fréquence. Et donc tu vas nous dire tout sur votre réseau et comment vous l'utilisez. Ouais, merci. Bonjour à tous. On va finir par le dernier estuaire de la France, l'estuaire de la Loire. Juste pour commencer, du coup, j'ai axé à ma présentation sur l'évolution finalement des enjeux du réseau et de son utilisation et des nouveaux modes de fonctionnement finalement de notre réseau. Juste quelques mots pour présenter le territoire. Donc, on a un GIP un petit peu comme GIP Seine-Aval, avec un territoire d'études qui va de la Maine à la mer, donc en gros Angers jusqu'à Saint-Nazaire, qui représente 150 km sur l'axe Loire. Et nous, on a pour habitude de caractériser l'estuaire sous trois dimensions. Donc un estuaire avec un bouchon vaseux, un estuaire salé ou alin qui on définit pour une concentration supérieure à 0,5 g par litre, qui remonte jusqu'à Nantes. Et puis un estuaire dynamique sous l'effet de la marée qui remonte à 100 km à l'amont de Saint-Nazaire. Donc dans l'estuaire et sur le territoire plus largement de la Loire, on avait des réseaux de surveillance qui étaient mis en place par les partenaires publics, notamment les DDTM et le département de Loire-Atlantique, qui réalisent des mesures mensuelles depuis les années 80, avec une grande variabilité de paramètres suivis. Si on regarde rapidement ces graphes, on voit que finalement les mesures du réseau de la DTTM en rouge lisent fortement le signal et on loupe un certain nombre de pics à la fois sur les concentrations en oxygène et sur les concentrations en MS. Donc finalement, il manquait un certain nombre de connaissances liées au phénomène de la marée sur le territoire. Et du coup, le GIP Loire-Estuaire a mis en place en 2007, à l'initiative des membres financeurs qui manquaient de connaissances pour comprendre le fonctionnement hydrosédimentaire, on a mis en place un réseau de mesures qu'on appelle CIVEL pour pouvoir avoir une vision complète à l'échelle de la marée sur le territoire, avec un objectif finalement différent des réseaux de surveillance mensuels qui ont plutôt un objectif de surveillance de la qualité du milieu avec une gamme de paramètres plus importante. Donc pourquoi ce réseau ? Donc trois grands objectifs à l'initial. Le suivi du fond de salinité pour des questions de potabilisation, le suivi des zones de forte turbidité et enfin le suivi des zones de déficit en oxygène. Vous verrez par la suite qu'on a quelques petits soucis sur la Loire que vous n'avez pas forcément dans l'estuaire de la Seine. Et donc l'objectif initial, c'était de comprendre finalement les mécanismes de stratification, de présence de bouchons vaseux et par conséquent de présence des zones d'hypoxie. Donc le réseau, en 2007, donc il y a Nantes qui est juste ici là, qui était constituée de 5 stations. Donc la station la plus à l'aval de Paimboeuf qui nous permettait d'avoir les apports de l'océan. On a également la centrale de Cordemais qui a des besoins réglementaires, qui est une station multiparamètres aussi depuis pas mal d'années. Et puis les 3 stations du Pèlerin, Trentemou et Bellevue pour avoir le suivi des zones d'hypoxie et le suivi des zones maximales de remontée du fond de salinité et du bouchon vaseux. Et la station de Mauves-sur-Loire qui est gérée par Nantes Métropole au droit de la prise d'eau potable. Enfin, la prise d'eau pour la potabilisation. En 2011, suite aux demandes des acteurs qui avaient besoin de données plus à l'aval, on a rajouté une station à Donges. Et puis, donc on le verra un petit peu tout à l'heure, mais en 2020, on a fait le choix de rajouter 2 stations à l'amont, parce qu'on a eu un étiage important en 2019 qui a nécessité d'avoir plus de connaissances sur la remontée amont du bouchon vaseux, notamment pour pouvoir encadrer la prise d'eau potable de Mauves. À l'aval, ils étaient un petit peu jaloux. Ils avaient aussi besoin de données sur les apports vraiment de l'océan, parce qu'on a tous les industriels de l'estuaire qui sont dans la zone et qui avaient notamment besoin de mesures de pH et de mesures de turbidité et de salinité. Et enfin, la dernière qu'on a installée en 2023, donc, qui a fait suite à l'étiage très sévère pour le coup de 2022,
pour rajouter une mesure complémentaire à l'aval de la station de Mauves-sur-Loire. On en a parlé un petit peu ce matin, la gestion d'un réseau, c'est pas juste installer une sonde et la laisser pour pouvoir avoir des données, ça nécessite une maintenance. Au regard des enjeux qui ont évolué, on a fait aussi évoluer nous notre maintenance. Donc on est parti à l'origine en 2007 avec une maintenance assez basique, trimestrielle, où on envoyait nos capteurs en calibration en laboratoire, avec finalement assez peu de passages sur site. Et en 2021, donc on a changé de prestataire, on est passé sur une optimisation du protocole de maintenance, parce qu'aussi on s'est rendu compte qu'on avait des fortes périodes d'encrassement. Donc là c'est la station de Donge, l'une des plus à l'aval, où on a finalement des encrassements des capteurs de turbidité qui nécessitent des passages plus réguliers. Les encrassements sont liés fortement au développement de balanes et de micro-organismes sur le territoire. Donc le protocole a évolué de la manière suivante. En fait, on a conservé nos maintenances trimestrielles avec calibration des capteurs, et on fait des mesures de cohérence avec une sonde calibrée in situ pour pouvoir finalement mesurer la dérive des capteurs liés à l'encrassement. Et depuis 2022, donc on a internalisé la maintenance au GIP avec le recrutement d'un technicien pour pouvoir être plus réactif, notamment en cas de dérive des capteurs, pour assurer un nettoyage plus important des capteurs. Parce qu'on s'est rendu compte finalement que la dérive essentiellement était liée à l'encrassement des capteurs et pas forcément à une dérive pure du capteur. Juste une petite diapo pour évoquer les différents enjeux et leur évolution. Donc on est parti d'un réseau qui avait un objectif majeur qui était le suivi long terme, dans le but de connaissances scientifiques pour comprendre le fonctionnement hydrosédimentaire de l'estuaire. Donc avec des enjeux à la fois de recherche, d'analyse et de compréhension. Et les membres du GIP Loire Estuaire ont souhaité le faire évoluer avec des objectifs qui sont devenus plus opérationnels, à la fois pour des acteurs économiques tels que le Grand Port Maritime, et puis développer des outils d'aide à la décision aussi, donc à la fois réglementaires et de production, notamment pour l'eau potable. Et on a un troisième volet, alors qui est un petit peu récurrent, c'est un volet de modélisation pour essayer de modéliser l'estuaire de la Loire. Du coup, je vais illustrer un petit peu cette évolution avec 3 exemples. Donc, le premier, c'est le cas du Grand Port Maritime de Nantes-Saint-Nazaire, qui réalise donc des dragages donc, sur la place nantaise, surtout en été. Et en fait, en 2017, suite à des opérations de dragage, on a eu une forte mortalité de poissons dans le secteur de Nantes, qui a posé de gros problèmes, notamment pour les pêcheurs, et des remontées de questions sur le lien entre les dragages et la mortalité de poissons. Non, pardon. Donc juste pour essayer de contextualiser un petit peu cet épisode, donc en fait on était en juin, on avait des concentrations en oxygène qui étaient quasiment nulles à certains moments de la marée, donc sur la station du Pèlerin, qui ont été en lien avec des températures assez importantes de l'estuaire, et qui étaient aussi concomitantes avec des coefficients de marée importants et une baisse du débit. Des études n'ont pas réussi à conclure sur l'effet entre le dragage et les mortalités de poissons. Néanmoins, pour essayer de limiter un petit peu les tensions sur le territoire, il a été décidé de mettre en place une réflexion plus long terme sur l'impact du dragage et quelles mesures on pouvait mettre en place pour limiter les éventuels impacts sur la mortalité des poissons. Juste quelques rappels sur les hypoxies. Elles arrivent préférentiellement quand la température de l'eau va augmenter, quand les concentrations en matière en suspension augmentent, ce qui est lié fortement à l'augmentation des coefficients de marée et à la faveur des faibles débits dans l'estuaire. Néanmoins, les concentrations en oxygène dans l'estuaire ne sont pas un phénomène isolé. Donc j'ai représenté les pourcentages mensuels de temps avec des concentrations inférieures à 5 mg par litre sur les 2 stations du Pèlerin et de Trentemoux. Et on voit que donc, sur la station du Pèlerin, on a des hypoxies tous les ans,
tous les mois et tous les étés, enfin tous les mois d'été, pardon, depuis 2007. C'est un petit peu moins vrai sur Trente-Monts, mais on a quand même des épisodes assez récurrents d'hypoxie avec des concentrations qui peuvent atteindre 2 mg par litre. Si on met en lien du coup avec la présence du bouchon vaseux, donc on a des pourcentages qui peuvent être importants suivant les années, avec des présences qui peuvent quasiment atteindre 50% du temps de l'année. Et puis les températures de l'estuaire qui peuvent être importantes, avec des températures qui peuvent dépasser les 30 degrés sur certaines journées sur les stations du côté de Nantes. Si vous en voulez en savoir plus sur la température, n'hésitez pas, l'étude va bientôt sortir. Tout ça pour dire que du coup, donc le Grand Port Maritime a eu l'obligation de mettre en place un suivi. Donc il y a un arrêté préfectoral qui leur impose de suivre la température et la concentration dans l'estuaire sur les 2 stations à l'aval de Nantes, dès lors que le débit est inférieur à 500 m3/s. Et finalement, il y a des conditions qui peuvent être assez importantes pour limiter le dragage, dès lors que la concentration en oxygène dissous est inférieure à 3 mg par litre. Donc pour ce faire, du coup, on avait une politique de diffusion des données qui était assez restrictive. On diffusait des données uniquement validées, ce qui ne répondait pas vraiment aux enjeux d'un acteur économique qui avait besoin d'avoir un accès en temps direct aux données pour pouvoir planifier ses campagnes de dragage. Et donc on a mis en place là, tout récemment un outil de visualisation de nos données. Donc c'est des données brutes qui ne sont pas téléchargeables parce que pas validées, mais qui sont en accès direct sur notre site internet, avec une visualisation finalement des courbes qui permettent de pouvoir planifier les opérations en fonction des hausses ou des baisses des concentrations en oxygène. Et sur cet outil, on a aussi des courbes enveloppes pour voir un petit peu, enfin je ne sais pas si elles sont très visibles, mais en gris là, les courbes enveloppes sur l'historique des données pour voir un petit peu où on se situe par rapport à ce qu'on pourrait attendre. Le deuxième exemple, c'est un exemple un peu plus récent du cas de Nantes Métropole, qui donc prélève l'eau à l'amont de Nantes, là, au droit de Mauves-sur-Loire, directement en Loire. Et suite au premier étiage un peu critique en 2019, s'est posé pas mal de questions sur la remontée du bouchon vaseux, notamment à l'amont de Nantes, et la présence au droit de leur prise d'eau, ce qui a nécessité un ajustement des quantités d'eau pompée pour assurer une qualité de l'eau suffisante. Puis en 2022, donc avec un étiage encore plus critique, donc il a été décidé de rajouter donc 2 puis une autre station donc, pour encadrer au maximum la prise d'eau potable, de manière à pouvoir anticiper finalement l'arrêt des pompages si nécessaire. Donc juste quelques mots sur la présence du bouchon vaseux dans le secteur. Donc j'ai tracé les pourcentages de temps avec une concentration supérieure à 0,5 g par litre. Et donc en fait on voit que l'étiage 2019 là, sur la station de Bellevue a été particulièrement important, avec un panache faiblement concentré certes, mais qui a atteint quasiment 50% de l'année sur la station. On remarque aussi que 2022 finalement, alors même que les débits étaient plus faibles, on a une durée qui est moins importante, et en fait c'est tout simplement lié à une crue importante qu'on a observée en 2021, avec des débits supérieurs à 4000 m3/s, qui a permis finalement de chasser une grande partie des bouchons vaseux à l'aval de l'estuaire, et ce qui a, entre guillemets, sauvé un petit peu Nantes Métropole en limitant fortement les concentrations au droit de leur prise d'eau potable. Et du coup, pour répondre à la question tout à l'heure sur l'apport finalement de la modélisation par rapport à des réseaux de mesure, on se rend compte que le modèle, il va avoir parfois du mal à modéliser rapidement des phénomènes comme ça avec, ou de manière opérationnelle, des crues et l'impact derrière sur la reconstitution du bouchon vaseux. Alors, juste une petite parenthèse, Mauves-sur-Loire, donc il y a une station gérée par Nantes Métropole. Les données sont difficilement comparables à notre station, tout simplement parce que donc, nous on mesure 1 mètre sous la surface,
Et Nantes Métropole, leur station et leur sonde est fixée à 50 cm, je crois, du fond du lit, et donc ne varie pas avec la hauteur d'eau. Donc du coup, pour eux, en fait, on a réalisé une petite étude sur le décalage dans le temps de l'arrivée du bouchon vaseux au droit de leur station, à partir de nos données. Et donc on voit donc en la gamme de marron, finalement, c'est les concentrations en matière en suspension. Et en bleu, on a les hauteurs d'eau au niveau des stations. Et donc on voit un décalage de l'aval vers l'amont, avec une arrivée progressive du bouchon vaseux et des pics de matière en suspension au droit de leur station. Donc là, la petite parenthèse avec leur station qui est au fond et pas en surface, et qui va brouiller un petit peu le signal d'arrivée du bouchon vaseux. Mais finalement, voilà, l'apport du réseau de mesure, c'est de pouvoir anticiper au maximum l'arrivée sur leur station. Enfin, le dernier exemple, donc c'est l'utilisation des données dans le cadre de la modélisation. Donc le GIP Loire-et-Cher a remobilisé un modèle qui avait été développé dans les années 2010, donc on appelle ISCALE, et qui a pour objectif d'affiner la représentation de la dynamique estuarienne dans l'estuaire. Donc juste en termes de secteurs modélisés, donc on remonte à 100 km à l'amont de Saint-Nazaire et 80 km de part et d'autre de l'estuaire à l'aval. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, de toute manière, ce n'est pas mon sujet. Tout ça pour dire que le modèle nécessite quand même des données en entrée pour pouvoir être calé. Et donc, il s'est basé sur les données des années 2007 à 2010 en calage. Et ensuite, il a fallu vérifier le calage du modèle et valider le modèle. Et donc, on réutilise les données du réseau donc, pour l'année 2018-2019 afin de vérifier le bon fonctionnement fonctionnement du modèle. Et donc, finalement, sans toute cette chronique de données, il est difficile de caler un modèle de manière optimale. Ce modèle, donc, il est mobilisé depuis 2-3 ans. Toujours dans le cadre de l'alimentation en eau potable du département, et donc suite aux étiages, on a décidé de remobiliser le modèle pour pouvoir anticiper, dans le cadre du changement climatique, différents scénarios hydrologiques, avec la modélisation à différents débits. Sachant qu'en 2022, on est descendu sous les 100 mètres cubes. Et donc en fait, les débits qui ont été modélisés ne sont pas forcément si aberrant que ça. Donc voilà typiquement un exemple de sortie du modèle. En fait, on a essayé de regarder le temps par marée avec présence du bouchon vaseux au droit de la station. Et ces résultats ont été comparés avec les résultats avec les données observées finalement liées au réseau Cybele. C'est tout pour moi, mais voilà, juste pour dire que du coup le réseau il nécessite quand même de gérer finalement la qualité de la donnée, et il ne suffit pas d'acquérir la donnée sans savoir quoi en faire. Et pour ça, il est important aussi de travailler et d'avoir conscience des enjeux derrière en termes à la fois de métrologie, de maintenance et de fiabilisation de la donnée. Je vous remercie. Merci beaucoup Hélène. Est-ce que vous avez des questions pour Hélène? Aropaport. Juste une question pratique, est-ce que vous avez une idée du taux de disponibilité de vos différentes stations sur le long terme? Là, comme ça, l'effort de maintenance que vous avez. Ouais. Alors, on a augmenté l'effort de maintenance du coup sur les stations prioritaires pour le port. Alors, on distingue finalement nos stations en fonction des enjeux. Les stations à moindre enjeu, on peut se permettre de ne pas y aller. Typiquement, les stations du port, on a 2 jours pour réagir. On s'est fixé nos propres objectifs aussi, mais voilà, on connaît les contraintes budgétaires et économiques liées au dragage. Il y a une question là-haut, je crois.
Bonjour, Fanny Olivier, Agence de l'eau. Moi, je trouve ça très intéressant, mais aussi très étonnant qu'il y ait eu un nombre de stations assez énorme qui se soit ajouté. Parce que nous, on a vu sur le Gypsy Naval que ça a été compliqué déjà de rajouter une station, donc voilà. Et du coup, je me pose la question du suivi long terme. Qu'est-ce que vous avez comme perspective là-dessus sur ce nombre de stations? Donc, vous venez de dire que vous alliez vous aménagiez votre suivi en fonction des stations, mais du coup, quel engagement des collectivités locales par rapport à tout ça? Et aussi, quelle perspective sur cette longévité de gestion des données? C'est un peu tout l'enjeu de la prochaine année, finalement, d'assurer le financement du réseau. Alors, il y a plusieurs choses, en fait. La station de Pierre Percé, donc la dernière installée, qui était à la demande de Nantes Métropole, a été financée par Nantes Métropole, et une partie de la maintenance est financée par eux. Pour les autres stations, ça reste encore du fonds commun, fonds financé par le GIP et par l'ensemble des membres, avec quand même toute cette question de maintenir le financement complet. Mais oui, il y a des vrais enjeux derrière. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou des remarques? Oui. J'avais une question par rapport à la maintenance. Vous aviez évoqué une maintenance trimestrielle au départ du projet. Aujourd'hui, vous en êtes à combien par rapport à quelle fréquence? Donc on a la trimestrielle qui reste, et grosso modo entre mai et octobre, on passe toutes les 3 semaines pour un nettoyage des capteurs. Ouais, ça reste quand même assez espacé, hein. Si je compare avec l'Observatoire Mécène, donc pour l'agglomération parisienne, on est de l'ordre de l'hebdomadaire. Ouais. Ça dépend encore du nombre de capteurs et le type de capteurs qui sont installés. Après, donc 3 semaines, c'est le minimum, c'est le max entre deux passages. Si vraiment on voit que le capteur dérive, on n'attend pas 3 semaines. Et j'avais une autre question par rapport à la désoxygénation qui est observée. Est-ce que c'est lié uniquement aux opérations de dragage? Voilà. Non, clairement, c'est un phénomène naturel et qui est là depuis très longtemps, on espère. Des études ont tenté de regarder l'effet finalement du dragage, et il est très local et très temporaire sur la qualité de l'eau. Mais de toute manière, on aura des hypoxies en Loire. Merci. Est-ce qu'il y a encore une petite question avant qu'on aille faire une petite pause? Sinon, on est pile à l'heure. Donc, s'il n'y a pas de questions, on respecte l'horaire, ce sera parfait. Non? Ah bah, c'est gentil. Allez. Merci beaucoup à tous les intervenants aussi de cet après-midi. Juste un commentaire quand même, je trouve qu'on n'a pas un jouet de riche sur la scène, il y a quand même des trucs bien costauds sur les autres fleuves. Il va falloir faire passer le message à Christophe Poupard qui n'est pas là cet après-midi. S'il repasse dans le coin, je pense que voilà, on va pas, voilà. Bon, c'était vraiment chouette, merci. Juste, on revient ici à 16h, s'il vous plaît, pour la petite table ronde. Merci.